Ce qui se passe en Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier a des répercussions immédiates en France. Pour Gilles William Goldnadel, avocat, essayiste et auteur de Journal de guerre, paru aux éditions Fayard, la détestation du combattant israélien par la gauche et les islamistes est la même que celle qui vise le blanc occidental. Bonjour, Gilles William Goldnadel, merci d'être venu chez nous pour présenter votre livre Journal de guerre aux éditions Fayard. Vous avez commencé à écrire ce livre au lendemain de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre ? Je devais rendre à Fayard un ouvrage sur le wokisme. Et il y a eu le drame du 7 octobre. Et Isabelle Saporta, la responsable de Fayard, m'a demandé si je voulais faire plutôt ce journal de guerre, en vérité. L'idée vient d'elle. Et donc, j'ai pas hésité une seconde. Et donc, je me suis mis à l'œuvre, non pas le 7, mais le 8. Voilà, au jour le jour. Et je dois vous dire que ça a été je me suis senti utile. Et donc, ça a été une sorte de cure contre un remède... contre la sidération, contre la tristesse, contre l'abattement, alors que j'avais ma famille de l'autre côté de la mer. Et puis entre ça et ce que je faisais chez Pascal Praud le soir, j'ai eu l'impression, peut-être pas totalement inutile, d'être utile. Justement, quel était votre état d'esprit au lendemain de l'attaque ? J'imagine que le jour J, vous n'avez peut-être pas beaucoup de souvenirs. Comme je le dis dans mon journal, on pouvait me reprocher beaucoup de choses, sauf le pessimisme. Franchement, je ne sais pas si c'est atavique, si c'est héréditaire, mais je suis champion, sans vouloir me vanter, je suis champion du monde du pessimisme. En principe, rien ne peut jamais me surprendre dans la noirceur de mes prévisions. Eh bien, je dois à la vérité de vous dire que cela, je ne l'avais pas prévu. Que l'État d'Israël, considéré comme le refuge pour les Juifs contre l'antisémitisme et le massacre, ait été à ce point surpris dans son sommeil, et de cette manière, je ne l'avais pas imaginé dans mes pires cauchemars. Vous doutiez peut-être qu'un jour, quand même, les Palestiniens réagiraient. Ah non, mais... mais pas à ce point-là. Non, mais je n'ai pas attendu le 7 octobre pour savoir de quoi le Hamas était capable. L'histoire du Hamas est l'histoire d'attentats terroristes depuis sa création. C'est la base même de son existence. Il est créé pour tuer des Juifs, et éventuellement pour supprimer, c'est dans sa charte, l'État juif. Donc de ce point de vue-là, je n'étais pas étonné, mais la manière dont il s'y est pris et la manière dont les Israéliens ne s'y sont pas pris, même par surprise, je n'osais l'imaginer, je l'ai vécu comme une véritable humiliation tout de même. Parce que, comme je l'explique dans mon journal, la fierté juive retrouvée s'est basée sur l'État d'Israël. L'État d'Israël était une sorte de remède contre ce que je vivais moi enfant, comme, je le dis très franchement, comme la voussure congénitale du juif qui ne savait pas se défendre en diaspora. Et le juif israélien savait se défendre. Eh bien, pendant de très nombreuses heures, l'Israélien est redevenu le juif shoatique. Il a d'ailleurs nommé, moi qui d'ailleurs ne supporte pas, ne souffre pas, c'est le cas de le dire, les références trop nombreuses à la Shoah, je n'aime pas la sauce Shoah, si vous voulez. Je suis l'un des juifs qui justement l'a combattu. Par respect d'ailleurs pour la vérité shoatique et aussi par sens des proportions. Je n'aimais pas beaucoup le CRSSS, vous voyez. Donc, je n'avais pas prévu que moi, je serais capable de faire des références
aussi évidente et aussi obligatoire aux juifs de la Shoah, aux bébés dans un four, aux femmes massacrées. Oui, sur ce plan-là, je ne m'y attendais pas. Et comment a évolué votre pensée, vos sentiments jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes actuellement là en colère encore? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes dépité? Est-ce que vous êtes plus convaincu que jamais dans votre combat? Vous êtes passé par quelle étape? Je suis passé par toutes les étapes et il m'arrive encore il y a deux phases, si vous voulez. La première phase, la phase de l'humiliation, la phase de la souffrance, la phase de la douleur indicible, la phase de la peur pour les miens. Effectivement, je considère que l'État juif a rempli sa tâche. Voilà. L'armée israélienne a fait et continue de faire le boulot. Je le dis sans état d'âme. Vous êtes fier d'eux, dans un sens? De leur défense, de ne pas se laisser abattre? Ah oui. Non, mais d'abord, première chose extrêmement importante à vous dire, c'est que je n'étais pas très heureux non plus le 6 octobre, le 5 octobre ou le 4 octobre. J'avais déjà écrit, je crois, dans le Figaro ou ailleurs, à quel point la société israélienne ne me convenait plus, que je n'aimais pas la désunion, je n'aimais pas les idées de ce gouvernement israélien et je n'aimais pas davantage les manifestations des opposants. Je n'aimais pas plus cette sorte de détestation entre le Tel Aviv gay-friendly et la Jérusalem austère, et des deux côtés, d'ailleurs, on ne se battait pas pour se battre, pour faire le service militaire. Donc ça ne me plaisait pas du tout, et j'avais d'ailleurs dit au Premier ministre israélien, lorsqu'il était venu à Paris, combien ces choses-là ne me déplaisaient. Alors, je vous mentirais pour vous dire que j'avais prévu tout ça, c'était bien le contraire. Mais je savais qu'on n'allait pas vers le mieux. Et je considérais effectivement à l'époque déjà, avec beaucoup de colère, comment ce peuple-là pouvait s'abandonner à ces divisions compte tenu de l'ennemi qui était tout autour de lui. Moi, je ne vivais pas dans la tranquillité. Il ne me plaisait pas de le savoir tranquille. Voilà, mais pas à ce point-là. Donc, pour en revenir à cela, Par quelles étapes d'état donc d'esprit oui, vous alors êtes mes passé? étapes, oui. Donc, moi, je crois, pardon de le dire, moi, je crois à la vengeance. J'ai pas peur de vous le dire. La vengeance de Monte Cristo ne me déplaît pas. La vengeance d'Israël ne me déplaît pas, à condition que ça soit sur le Hamas, pas sur des innocents. D'accord? Il se trouve là, c'est la quadrature du cercle, puisque pour le Hamas se protège derrière des boucliers civils, et que si on veut l'atteindre, forcément on est obligé d'ébrécher, c'est le moins qu'on puisse dire, les boucliers humains en question. Mais il y a pire que de ne pas faire quelque chose, c'eût été de ne pas le faire. Donc je dis que les trop nombreux civils morts à Gaza, qui n'étaient d'ailleurs pas tous innocents, beaucoup de civils de Gaza ont accueilli d'une certaine manière les otages lorsqu'ils ont été captifs. Je ne veux pas non plus vivre dans l'irénisme de tous les gentils civils. Mais en tous les cas, les enfants de Gaza, ils ne sont pas coupables. Les bébés de Gaza, ils ne sont pas coupables. Et celui qui est coupable, c'est le Hamas. Et rien que le Hamas. D'accord? Donc, la deuxième chose que j'ai vécue et que je continue de vivre très mal, presque aussi mal que le pogrom, que le grand pogrom, c'est l'injustice. C'est l'injustice invraisemblable dont vous n'avez peut-être pas conscience que subit Israël, de tous les côtés. Alors avec des vecteurs évidemment différents, mais même les meilleurs vecteurs ne sont même pas conscients, à mon avis, tout autant de l'injustice. Il y a une sorte d'injustice congénitale à l'Occident en perdition. C'est le fait d'être beaucoup plus attentif à l'autre qu'à soi-même, et que donc d'être beaucoup plus sévère envers le juif occidental, le juif blanc, qu'envers l'autre. Il y a, au sein du monde médiatique, idéologique, politique, notamment français, une demande, une exigence, une sévérité,
une alacrité particulière à l'égard de l'État-nation occidental d'Israël, quelquefois d'ailleurs justifiée, mais qui n'a d'égal qu'une indulgence, qu'une naïveté, qu'une absence de demande de reddition de compte à l'égard de la partie adverse, le terroriste oriental, ou appelez-le comme vous voulez, qu'on retrouve d'ailleurs dans le même schéma en France, très souvent dans les médias. C'est ce que j'appelle depuis longtemps cette dilection pour l'altérité. Cette préférence pour l'autre, elle est consubstantielle à une partie. Alors, ça va mieux quand même, nettement mieux, mais on paye les fruits amers de tout cela. Et je la retrouve aussi pas seulement dans la classe médiatique, je la retrouve aussi chez les prétendues organisations humanitaires. Vous trouverez dans mon journal, qui n'est pas qu'un journal d'état d'âme, je vous explique pas, bien sûr que je parle de mes états d'âme, mais c'est aussi un journal de guerre documenté sur ce qu'est par exemple Amnesty International, qui n'est plus du tout l'organisation merveilleuse, mais qui est une organisation gauchisante, qui combat par exemple le privilège blanc. Je dis ce qu'est Médecins sans frontières, et je raconte les liens entre Médecins sans frontières à Gaza et le Hamas. Personne ne m'a démenti. Je rêve que Médecins sans frontières me fasse un procès. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle aussi des journalistes du service public qui avaient, quand ils commettaient des articles sur la situation à Gaza, avant le 7 octobre, ils avaient des fixeurs. Donc des correspondants, soi-disant journalistes à Gaza. Très bien. Eh bien, on a découvert à travers le drame, alors certains fixeurs d'ailleurs ont été tués, mais les fixeurs qui ont été tués, eh bien, c'était ceux qui avaient, le 7 octobre, dit leur joie pour le pogrom en question. Alors, ils ne méritaient peut-être pas la mort, mais en tous les cas, je vous mentirais en disant que j'ai beaucoup versé de larmes. Et ça montrait aussi, parce que certains journalistes, d'ailleurs, parmi les moins malhonnêtes, ont reconnu que, du temps d'avant le 7 octobre, lorsqu'ils faisaient des papiers à Gaza, en collaboration avec ces journalistes-là, soit appointés par le Hamas, soit de toute manière, il n'est pas question que vous fassiez quoi que ce soit contre le Hamas, si vous avez la faiblesse de tenir à votre vie, eh bien, ils faisaient attention à leurs papiers, de peur sinon de mettre en danger leurs fixeurs. Voilà dans quel cadre honnête intellectuellement l'information est diffusée en France, cette information qui, chaque jour que Dieu fait, y compris maintenant, commence comme s'il s'agissait du journal officiel, par le bulletin victimaire du Hamas, quelquefois même sans le sourcer d'ailleurs, sans même le sourcer. Un Hamas qui dit par exemple que lorsqu'un hôpital a été détruit en octobre, je crois, ou en novembre, qu'il y avait eu 400 morts, vérification faite, il y avait eu 16 morts sur le parking, et ce n'était pas les Israéliens, mais le djihad islamique. Mais donc, je dis pas que... Je dis à tout le moins que je ne considère pas vraiment le Hamas comme la source la plus fiable que reprennent pourtant les médias en chœur lorsqu'ils parlent du bilan à Gaza. Justement, vous le dites, vous avez un ennemi évident en ce moment qui est évidemment le Hamas, mais pourtant vous avez décidé de mener le combat en France et non à Israël. Qui sont vos ennemis ici que vous combattez, au nom peut-être des vôtres? Écoutez, les miens d'abord, c'est non seulement les Israéliens, mais les Français. Clairement, moi, je nourris le même amour, encore qu'il soit quelquefois de temps en temps différent pour la France et Israël, et la même affection pour les Français et les Israéliens. Et ils ont les mêmes ennemis? Ah, je pense effectivement qu'ils ont les mêmes ennemis. Je pense que si on regarde la récente histoire de France, c'est l'islamo-gauchisme qui est en train de détruire la France et les Français, physiquement parlant.
Donc, depuis des années, j'assume cette obsession de combattre et l'extrême gauche et l'islamisme, qui ont fait une alliance de circonstances. Il arrivera sans doute un jour où l'islam en finira avec les gauchistes. Mais pour l'heure, ils ont fait une alliance de circonstances, pas seulement électoraliste, plus profondément basée sur la détestation sincère et commune de l'Occident démocratique, de ses racines judéo-chrétiennes, du blanc tout simplement. Et donc moi, le combat que j'ai initié je ne sais plus depuis combien de temps, contre l'extrême gauche, j'avais pointé, si vous voulez, cette détestation. Très vite, tous mes livres depuis une vingtaine d'années sont pour expliquer que l'extrême gauche et son alliance avec l'islamisme sont faites pas seulement pour détruire Israël, certainement pas, mais aussi pour détruire l'Occident judéo-chrétien. Et avec cette conséquence matérielle funeste qui est un instrument de mort, mais qui en tous les cas qui est un instrument d'insécurité, qui s'appelle l'immigration massive, souvent illégale, souvent invasive, qui chaque jour que le Dieu ou le diable font, eh bien fait que la France est moins forte. Il n'y a pas une semaine où on n'organise pas un procès pour les victimes de l'islamisme, et très sincèrement, je les ai oubliés moi-même. Je le dis franchement, j'ai eu beau les pleurer mois après mois, je les oublie, il y en a tellement. Donc oui, donc mon combat, il est vraiment sans retenue contre ces gens-là, et contre aujourd'hui le parti des Insoumis, qui illustre sans faux semblant, rendons-lui cet hommage au moins. Ils trichent plus, les Insoumis. Ils peuvent plus. Mais ils peuvent plus, mais ils ne veulent plus. Ils se cachent pas. C'est pas des fauchetons, c'est pas des hypocrites. Ils disent pas encore qu'ils sont antisémites parce qu'ils en connaissent quand même les conséquences judiciaires. Mais ça y est, ils se sont jetés complètement à l'eau, et donc ils montrent les choses. Ils montrent ce qui n'a pas été une immense révélation pour moi. Et qu'est-ce qui a changé depuis le 7 octobre en France dans les mentalités ? On parle pas mal d'un conflit qui s'est exporté en France. On a vu des manifestations pro-Palestine avec des milliers de personnes. On s'est rendu compte en fait de cet entrain à suivre la Palestine. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu aussi un changement de mentalité, pas forcément pro-israélien, mais au moins se rendant compte de ce problème-là ? Je veux le croire. Et l'un ne va pas sans l'autre sans doute, mais il y a d'un côté positivement... Moi, je l'écris dans le livre. Je ne me suis pas senti seul. Pas du tout. Il y a eu un réveil quand même. Ah, un réveil. C'est pas seulement, évidemment, au sein de la communauté juive française. Il y a eu le fait que les Français, d'abord, les Français ont communié dans le malheur. Voilà, ils ont constaté ce qui s'était passé. Et de manière indépendante de ce qu'on leur disait dans les médias. Mais c'est aussi parce que les Français, déjà depuis pas mal d'années, savent décoder le discours médiatique. Raison pourquoi l'immigration aujourd'hui est tellement réprouvée, indépendamment du discours médiatique. Donc les Français, ils ont le décodeur. Donc la souffrance juive ou la souffrance israélienne a été leur, parce que c'était la souffrance humaine. Les enfants, c'est les enfants. De ce point de vue-là, effectivement, c'est dans le drame, voilà, de la même manière que l'unité du peuple israélien dans le malheur a été retrouvée, de la même manière, les Français ont été unis. Bien. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, et je dois vous dire aussi que moi-même, j'en ai été surpris. De ce point de vue-là, c'est-à-dire que j'étais surpris il y a eu une vague d'antisémitisme qui ne m'a pas surpris, mais il y a eu aussi une radicalisation à l'œuvre déjà de l'immigration qui m'a surpris dans son ampleur, dans son amplitude. Réellement.
je vous avoue que je n'imaginais pas que 43% de la population musulmane regardait comme un acte de résistance de découper les enfants en deux ou de violer les femmes après les avoir éventrées, fût-elles israéliennes, sionistes ou ce que vous voulez. La notion de bébé sioniste m'échappait un peu tout de même, même si encore une fois je ne portais pas, je savais de quoi était fait l'islamisme en France. On en avait eu quelques idées, non seulement dans la communauté juive française, mais également dans la communauté française dans son ensemble. Mais à ce point-là, je n'avais jamais vu. Sans vouloir l'excuser, je pense que les insoumis, l'extrême gauche, bienveillante, ne voulant pas appeler un chat et un terroriste, a aidé cela en même temps que la réaction générale de ce qu'on appelle la rue arabe dans l'ensemble du monde arabe et européen qui n'a pas été réprouvée. Je porte à votre attention que, par exemple, le sondage sur les 43% n'a pas fait l'objet de la moindre contestation idéologique, médiatique et encore moins politique, parce qu'on a eu, c'est là aussi où j'ai été surpris, et pourtant cet homme, à mon avis, je ne pensais pas qu'il pouvait encore beaucoup me surprendre, notamment dans le manque de crédit que je lui portais pour sa parole, mais le président de la République, entre le fait qu'il veuille, au début de la guerre, créer un front international contre le Hamas, et puis que 15 jours après, il a oublié même le mot, il veut tout de suite un cessez-le-feu, m'a quand même épaté. Mais davantage encore, alors là, de manière invraisemblable, cet homme qui a expliqué que parmi les raisons qui faisaient qu'il refusait de manifester contre l'antisémitisme, nous expliquait que c'était pour préserver l'unité française et pour ne pas jeter le discrédit sur la communauté musulmane, ce qui voulait dire en creux que la communauté musulmane était pour partie antisémite. En fait, il le disait quand même. Il le disait sans le dire. Ça montre, je ne sais pas faire le départ entre la crainte obséquieuse, effectivement, révérencieuse pour la rue arabe, et le manque de conviction, ou très sincèrement, il m'a épaté. Mais donc ce réveil justement pro-palestinien, on l'a vu, la crainte des dirigeants de ne pas offenser les musulmans de France et tout, on l'a vu, mais de l'autre côté, ce réveil qui est évidemment naturel, comme vous disiez, s'est réveillé le 7 octobre, mais est-ce que encore maintenant... Permettez-moi de vous reprendre de votre expression. Je ne suis pas surpris, je n'ai pas été surpris de l'attitude pro-palestinienne d'une grande partie de la communauté musulmane française. Je sais ce que c'est que l'identité. J'arrive à comprendre, même pour de mauvaises raisons, à mon avis politique, mais peu importe, qu'une partie des musulmans puisse se sentir davantage pro-palestinien, et compte tenu du cadre médiatique, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais soutenir à ce point les massacres du Hamas, c'est tout à fait autre chose. Oui. Je peux vous dire... Oui, mais de fait, ils le font quand même. Mais ils le font, 43% vous disent ça. Non, mais pardon de vous le dire, mais les Israéliens, les Juifs, même les Juifs les plus sionistes, même les Juifs les plus radicaux, si vous leur dites qu'il y a eu un massacre par des Israéliens, par des Juifs, dans un village palestinien et on a coupé la tête des enfants, je peux vous dire que vous n'allez pas avoir 0,5% de gens qui vont l'approuver. La réalité, elle est là. Donc, c'était difficilement prévisible quand même. Vous faites dans votre livre une comparaison, on en parlait tout à l'heure, entre le juif de la Shoah et le juif israélien qui actuellement combat le Hamas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction, justement ? Vous disiez peut-être le juif qui était victime et maintenant le juif qui essaie de se battre. Ma comparaison n'est pas tant encore qu'elle existe, entre le juif de la Shoah qui n'a pas su, pas pu, pas voulu se défendre, et parce qu'il n'était pas organisé dans un État. Oui, absolument. Et parce qu'il n'était pas tellement aidé par le milieu extérieur, et le juif israélien qui a été bâti, qui a été éduqué, à la limite, pour justement ne plus être un juif shoatique.
mais il n'y a pas non plus un mépris, loin s'en faut, pardon de vous le dire. Une partie de ma famille a été déportée à Auschwitz, je ne les regarde que de manière éplorée que comme des victimes. Oui. Qu'on C'est soit parce clair. qu'ils ont existé, notamment, que aujourd'hui, Bien sûr, ils se bien défendent. sûr, non. Là, les développements que je fais dans ce journal, comme il m'a été arrivé de le faire bien avant dans mes livres, c'est le regard totalement différent qu'a une partie de la classe médiatique, et notamment la gauche extrême, sur le juif de la Shoah par rapport aux juifs israéliens vivants. Là, il a existé, si vous voulez, encore moins, mais moins maintenant, comme je l'écris dans le Figaro d'aujourd'hui, mais peu importe. Le juif en pyjama rayé, le juif déporté, c'était le juif adoré. Il était adoré, et d'ailleurs, par le monde post-chrétien, y compris le monde gauchiste post-chrétien, qui l'a vécu comme une nouvelle crucifixion. Vraiment, la réconciliation à la limite avec les chrétiens et les juifs aussi, d'une certaine manière. C'était la réincarnation, si j'ose dire, même si de Jésus. Il sourit pas, il se défend pas, il n'est que bonté et douleur. Alors celui-là, c'est le juif adoré. Et son contraire, c'est justement le juif israélien, mais c'est vrai que c'est le contraire d'une certaine manière. Il est plus en pyjama rayé, il est en uniforme kaki, et puis il est armé, et non seulement il se défend, mais il lui arrive même de tuer. Donc pour ces gens-là, quelquefois même par une sorte de dépit énamouré, le juif en Judée, c'est Judas, d'une certaine manière. Il trahit complètement l'idéal post-christique du juif en pyjama rayé qui ne jamais se défend. Et donc, c'est cette réaction-là, dépité, désamouré je dis que le champion du monde, du philosémite déçu, parce que c'est une forme d'antisémitisme, le philosémitisme déçu. Réclamer trop de quelqu'un, s'imaginer que le vouloir sanctifier un être humain, c'est pour moi une forme de détestation au résultat. Donc le chantre du philosémite déçu s'appelle Edwy Plenel, qui œuvrait dans Le Monde, qui a créé Mediapart, qui est un outil de haine exceptionnel, de détestation pro-islamiste à l'égard d'Israël et de ses habitants, et toute une génération, il faut le comprendre ça, toute une génération de journalistes a été plénilisé depuis une trentaine d'années, du temps où il était un rédacteur en chef au Monde. Et ça crée une sorte de réflexe pavlovien. Ce que je vous dis là, ils ont intégré, si vous voulez, dans leur pré-pensée, dans leur impensée, le fait que l'arabe de Palestine, sans aucune connaissance historique, beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. C'est pas pour autant que je crois que les Arabes de Palestine n'ont pas de droit. Croyez-moi, je pourrais me faire leur avocat. Mais une vision complètement erronée historique, avec simplement des stéréotypes du pauvre gentil palestinien à qui on a sauvé sa terre et du méchant israélien belliqueux. Justement, j'avais écrit « On estime les pertes côté palestinien à 24 000 morts ». Mais en l'occurrence, c'est pas « on » puisque les chiffres viennent de quelque part, vous allez nous le dire, je crois. C'est le Hamas. Et beaucoup de Français, même s'ils défendaient au départ Israël, sont de plus en plus mal à l'aise face à la riposte israélienne, qu'ils trouvent disproportionnée. Est-ce qu'elle l'est vraiment ? C'est quoi, ça voudrait dire quoi une réponse proportionnée pour Israël ? C'est de tuer exactement, de décapiter exactement le même nombre de bébés, ou d'éventrer après viol le même nombre de femmes, et là ce serait exactement proportionné. C'est pas comme ça que ça se passe. Il se trouve que Israël
s'applique autant que faire se peut à détruire les combattants du Hamas dans des conditions épouvantables d'exiguïté du territoire, avec l'utilisation, je vous l'ai dit, des boucliers humains. Donc ils adorent se mettre dans des écoles, dans des hôpitaux, etc. Donc effectivement, Israël est dans la triste obligation de tuer involontairement des civils. C'est la différence entre un homicide volontaire du Hamas et des homicides involontaires d'Israël par la faute du Hamas. C'est à peu près la différence entre la nuit et le jour. Voilà. Mais pardon de le dire, je n'ai pas d'état d'âme. Et Churchill et Roosevelt, vous savez, en avaient encore moins lorsqu'ils bombardaient la France occupée ou les villes hitlériennes, alors même, et de manière autrement plus massive, autrement plus aveugle, parce que autant que faire se peut, les Israéliens essayent d'éviter, alors même qu'en 1945, par exemple, la guerre, elle était gagnée. Et je ne sache pas que Roosevelt et Churchill étaient traduits devant le tribunal de Nuremberg. Encore maintenant, je ne sache pas qu'on veuille refaire le procès de Churchill et Roosevelt. Mais il y a aussi une grande différence. Pardon de me faire là le défenseur des Allemands bombardés. C'est que les Allemands bombardés étaient des Blancs. D'accord ? Tandis que là, encore une fois, c'est l'autre. Et rappelez-vous la différence de sévérité entre ceux qu'on considère plutôt à juste titre comme des Occidentaux, blancs, et l'autre qui n'est pas blanc, et donc qui est raison pourquoi d'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon livre. Pourquoi croyez-vous que les féministes qui sont capables de vous faire un procès pour un regard appuyé ou une conduite inappropriée, pas un mot, je parle des féministes d'extrême gauche, pas un mot sur les femmes violées ou les féminicides, parce que là, le mot n'est même pas prononcé. Ou pourquoi croyez-vous que les présidentes d'universitaires d'Harvard et autres on répugne un peu à utiliser le mot génocide à l'égard des Juifs, ne veulent même pas le condamner. C'est parce que, c'est pas par antisémitisme classique, c'est pas parce que les Israéliens sont des Juifs, c'est parce que les Israéliens sont des Blancs. Voilà la réalité des choses. C'était justement la question d'après. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point ? Pourquoi est-ce que dans la tête de ces personnes d'université, ces féministes, pourquoi l'Israélien représente l'Occident, le blanc ? Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis ? Pas seulement. Il n'y a pas de doute que l'État-nation israélien est composé de nombreux Occidentaux. Les Juifs français qui ont fait leur aliyah, les Russes, les Polonais, enfin je veux dire une très grande partie de ce pays est composé d'Occidentaux, mais au-delà de ça, c'est un État-nation occidental dans sa manière d'être. Il respecte les religions, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il respecte les religions, il a un idéal démocratique, il n'opprime pas les femmes. Ça fait beaucoup de taf. Voilà, il est donc et donc il est identifié à juste titre comme un État-nation occidental, raison pourquoi il est honni. Donc de ce point de vue-là, ceux qui détestent les Occidentaux font une bonne analyse. Par contre, les non-blancs, eux, ne sont pas détestables. Je veux dire, dans la grille d'explication que je vous donne, ça n'est pas uniquement parce que l'Israélien est blanc, c'est aussi parce que ceux qui le tuent ne le sont pas, et donc ne peuvent pas être totalement haïssables. Pardon de le dire, mais on s'occupe davantage de l'affaire Depardieu que des viols par des migrants afghans de femmes de 75 ans en France. Posez-vous la question, c'est la même réponse.
Donc dans votre, dans votre journal de guerre, vous retracez non seulement jour le jour ce qui se passe dans votre esprit, vos pensées, vos états d'âme, mais vous analysez aussi l'actualité. Bien sûr, au jour le jour. Malheureusement, dans le temps où vous avez écrit ce livre, on a eu l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, et on a aussi le jeune Thomas à Crépol qui s'est fait poignarder, pour ne citer que d'ailleurs. Vous devez vous sentir doublement attaqué à ce moment-là, parce que vous écrivez ce livre à partir d'une attaque du Hamas en Israël, et de fait, vous écrivez aussi sur des attaques au couteau en France. Non. Est-ce que, en tant que... Non, je suis pas pardon de vous le dire, je le vis pas comme ça. Je le vis pas comme doublement attaqué. Je me le vis comme attaqué des deux côtés, mais... Et vous arrivez à gérer ces deux fronts qui, en fait... vous savez, quand on est en guerre, que les balles, elles viennent du nord, elles viennent du sud, on est en guerre, mais je veux dire, j'ai vécu l'assassinat à Arras d'un formidable professeur, qui ressemblait d'ailleurs étonnamment à Samuel Paty dans sa manière d'être. J'ai pas fait de différence. D'ailleurs, il était assassiné par un islamiste qui justement voulait venger la Palestine. Regardez comment il identifie l'ennemi. Regardez ça. Dis-moi qui tu étais, je te dirai qui tu es. Je ne connaissais pas le malheureux professeur. Si ça se trouve, c'était pas un ardent pro-israélien, les savoirs. Je ne sais pas moi ce qu'il pensait, ce pauvre homme. Mais le châtiment s'appliquait à lui aussi. Pourquoi ? Et parce que c'est un Français occidental et blanc. Donc il était punissable autant qu'un enfant israélien. Et c'est comme ça que je l'ai vécu moi-même. Donc ne croyez pas cela. J'y voyais malheureusement la triste démonstration de mes appréhensions. Les États-Unis essaient de convaincre l'État d'Israël d'accepter la création d'un État palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est une solution ou une fausse bonne idée ? C'est une chose que j'appelais de mes vues depuis peut-être une trentaine d'années. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne suis pas de ceux qui, en Israël, ont la religion des territoires. Je vous avoue que Hébron... Chacun chez soi. Je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Il se trouve que le dossier judéo-arabe, il est complexe. J'écris dans ce livre que les Arabes de Palestine, je les appelle pas palestiniens parce que les Juifs ils sont aussi palestiniens, mais que les Arabes de Palestine ont un excellent dossier. J'écris que moi, qui défends plutôt âprement le droit des autochtones en France de ne pas être submergés, je pense que même si j'avais pas été antisémite, si j'avais vu arriver vers 1915 des juifs russes montrant dans la main gauche la Bible de l'antique Judée et dans la main droite qu'ils avaient été victimes de pogroms, très sincèrement, même si je savais par ailleurs qu'ils m'apportaient beaucoup, qu'ils ont développé le pays, ce pays était en jachère, il faut relire Chateaubriand décrivant la Judée et la Galilée, il n'y avait rien, mais malgré tout, ça faisait 700 ans que les arabo-musulmans étaient là, ça leur donnait quand même quelques droits, et donc je ne doute pas un seul instant que les Juifs de Galilée, qu'on fait fleurir la Galilée, qu'on asséché les marais, et ceux du Negev ont autant de droits, mais justement, il fallait un compromis territorial. Or, j'affirme que les Arabes ont gâché leur excellent dossier par un irrédentisme invraisemblable, un antisémitisme islamique consubstantiel, ils ont flirté même avec Adolf Hitler. J'ai beaucoup de respect pour le droit des Palestiniens à avoir un État, mais je n'ai que mépris pour la manière dont l'islamo-nationalisme palestinien s'est construit depuis le départ, à coups de massacres, etc. Et avec cette histoire-là, justement, mais on comprend que ça puisse faire un peu peur, potentiellement, d'avoir... Justement, ce que je veux dire, moi, le processus d'Oslo, je voulais y croire, comme Rabin voulait y croire,
Seulement, le Hamas l'a saboté, il faisait des attentats chaque jour, et l'autorité palestinienne, qu'on présente comme une sorte en vérité, ne voulait pas se fâcher contre le Hamas. Il n'y a pas d'immense différence sur le fond entre le Hamas et l'autorité palestinienne. L'un, il veut combattre jusqu'au bout avec les armes, l'autre pense que peut-être, si avec le temps, etc., on pourra peut-être récupérer le tout. C'est une différence de moyens, c'est une différence d'approche. Je n'ai jamais rencontré, à part, je le disais hier à Nathan Devers, à part Sari Noussaïbé, qui est un intellectuel palestinien exceptionnel, et qui veut vraiment lui, mais qui est détesté d'ailleurs largement, et qui a peur pour lui sur place. Je n'ai jamais rencontré un Palestinien, un intellectuel palestinien, ou un politique, encore moins un politique, qui était d'accord pour un partage territorial définitif. J'écris que j'ai connu 90% des Israéliens qui voulaient le partage. Moi, vous savez, si Hébron est en territoire arabe, eh bien, et que les juifs religieux veulent aller prier à Hébron, je n'y vois aucun inconvénient. Le malheur, c'est que les Arabes de Palestine ont refusé tous les compromis territoriaux. Et que là, effectivement, compte tenu de l'actualité, ils ont peur. J'entendais quelqu'un qui n'est pas de mon avis en Israël, disait, mais bon, d'accord, supposons qu'il y a un partage, ils ont peur que même s'ils n'ont pas une armée, à nouveau, ils construisent des tunnels à la frontière pour recommencer ce qui s'était passé à Gaza. Donc, pardon de le dire, même si je ne suis pas contre le principe, les modalités m'échappent un peu. Dernière question, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez faire passer aux Français et aux Israéliens ? Un message d'encouragement ou un message de... Si vous aviez quelque chose à leur dire... Vous savez, je suis pas tellement, permettez-moi de vous le dire, dans le prêchi-prêcha. Donc, je demande... ou à quelqu'un d'autre. Aux Français, non. Aux Français, parce que les Israéliens actuellement se battent. Les Israéliens actuellement se défendent. Contre tout, hein. Pas seulement contre le Hamas, contre la calomnie, contre le mensonge. J'aimerais que le peuple français, je le voudrais plus combatif, je vous le dis franchement. Pour terminer sur un simple exemple, hier j'ai vu cette manifestation de soutien à l'immigration. Certes, ce fut un flop, ce fut un bide, mais elle existe. J'aimerais savoir qu'on me dise pourquoi maintenant il n'y ait pas des manifestations organisées dans l'ordre. Je sais trop qu'il suffit qu'il y ait un imbécile qui dise bonjour à quelqu'un pour qu'on pense qu'il fasse un salut nazi. Je sais bien quels sont les obstacles à tout ça. Mais par principe, je rêve d'une manifestation unitaire contre l'immigration illégale, irrégulière et invasive qui n'aurait rien d'haineux, qui serait dans l'amour de la France.